Jean-Gabriel Ganassia, je suis professeur d'informatique à la faculté des sciences de Sorbonne Université et je poursuis des recherches sur l'intelligence artificielle au LIP6, qui est le laboratoire d'informatique de cette même université. Et donc, outre ce travail dans le domaine de l'informatique et de l'intelligence artificielle, je me suis occupé depuis un certain nombre d'années de questions d'éthique liées au développement des technologies de l'information. Alors, l'étude de l'informatique et de l'intelligence artificielle date de mes années d'étudiant, puisque j'ai commencé assez tôt. J'étais ingénieur avec une formation de physicien et j'avais envie de faire des études de philosophie, ce que j'ai fait un peu en cachette de mes parents à la Sorbonne. Et j'ai découvert l'intelligence artificielle un peu par hasard, parce que je m'intéressais à la reconnaissance des images. Il se trouve que lorsque j'ai fait mon service militaire comme scientifique du contingent, j'étais dans un service qui étudiait les caméras de vision nocturne. Et je trouvais ça très fastidieux et je m'étais dit qu'il faudrait automatiser le processus. Je n'avais pas très confiance en moi à l'époque et j'ai entendu à la radio quelqu'un qui expliquait ce qu'il faisait dans son laboratoire qui ressemblait à l'idée que j'avais. Alors j'ai contacté et j'ai vu qu'il y avait un DEA que j'ai fait. Et dans ce DEA, il y avait deux matières, donc la reconnaissance des formes, qui était la raison pour laquelle j'étais venu, mais en même temps l'intelligence artificielle, et j'ai trouvé que c'était une question extrêmement intéressante, que celle de la simulation du raisonnement sur les ordinateurs. Donc voilà l'intérêt que j'ai eu, la raison de l'intérêt que j'ai eu pour l'intelligence artificielle. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de malentendus, d'abord sur ce qu'est l'intelligence artificielle. Et ça tient à un malentendu assez simple sur la notion d'intelligence. Le terme est polysémique et il désigne au moins trois choses. La première, c'est l'esprit. C'est une vieille définition, une vieille acception du terme. La deuxième, c'est l'idée d'accord secret, hein, quand on dit être en bonne intelligence. Ça veut dire un accord. Hein. Par exemple, dans le monde anglo-saxon, l'Intelligence Service ou Central Intelligence Agency font référence à cette seconde acception. Puis la troisième acception, ce sont l'ensemble des facultés cognitives. Et il y a un philosophe à la fin du 19e siècle, Hippolyte Taine, qui a écrit un traité de l'intelligence où il essayait de mieux comprendre le psychisme humain avec les méthodes des sciences physiques, c'est-à-dire approcher nos capacités à appréhender le monde de façon systématique et rigoureuse. Et l'intelligence artificielle vient plutôt de cette troisième définition. Dans l'acte de naissance de cette discipline, il était dit que le but, c'était d'énumérer les fonctions cognitives, ensuite de les décomposer en modules élémentaires et d'utiliser ces objets qui étaient nouveaux à l'époque, qui étaient les ordinateurs, pour simuler ces différentes fonctions. Alors, est-ce qu'une science peut nous inquiéter? Non, une science, ça nous aide à connaître. Ensuite, ces fonctions cognitives, une fois qu'elles sont modélisées, vont être utilisées dans différentes technologies. Et là, bien sûr, ces technologies peuvent être utilisées à tous escients. On a vu, par exemple, il y a quelques mois, en Chine, une collégienne qui s'était plainte qu'on lui avait donné un stylo pour remplir son cahier de vacances et qu'elle avait eu ses vacances ruinées. Alors de quoi il s'agissait? C'est un stylo qui avait une petite caméra avec des techniques d'intelligence artificielle. Il était capable de regarder sur le cahier de vacances, il y avait une matrice, où il était et combien de temps l'étudiante avait passé dessus. Et donc, bon, elle avait senti une pression absolument intolérable. Et donc là, vous voyez, ce sont des utilisations extrêmement négatives de l'intelligence artificielle. Mais il y en a d'autres très positifs. Par exemple, si on souhaite, dans le domaine médical, interpréter des radiographies, ça, c'est très positif. Au début de l'intelligence artificielle, en 1956, il y a eu un certain enthousiasme parce qu'on promettait des machines qui permettaient de simuler des fonctions cognitives. Et on l'a fait en faisant de la démonstration automatique de théorèmes, par exemple, ou des systèmes qui apprennent. Et puis, très vite, il y a eu, chez les pionniers de l'intelligence artificielle, une espèce de vertige du succès. Donc, ils ont annoncé qu'il n'y avait aucune limite à ce qu'ils étaient capables de faire. Et l'un des pionniers de l'intelligence artificielle, Herbert Simon, a dit que d'ici une dizaine d'années,
les programmes d'intelligence artificielle l'emporteraient sur le champion du monde aux échecs, ou qu'il composerait des morceaux de musique doués d'une indéniable valeur esthétique, hein, ou qu'il démontrerait beaucoup de théorèmes de mathématiques, etc. Et on s'est rendu compte que les choses étaient beaucoup plus difficiles que ce que l'on avait déclaré. Mais en même temps, ce qu'on pourrait appeler des prophéties, hein, de ces grands chercheurs, se sont révélées vraies plus tard, oui, parce que on a mis plus de 10 ans à construire une machine qui l'emporte sur le champion du monde aux échecs, mais bon, en 97, on est arrivé à le faire. Et donc, de ce point de vue-là, il y a eu des succès, et il y avait à la fois des personnes qui étaient enthousiastes et puis d'autres personnes qui disaient non, c'est impossible, ça n'arrivera jamais. On ne peut pas créer une intelligence artificielle. Comme je vous l'ai dit au début, ça tient au malentendu sur le terme intelligence. C'est-à-dire que certains disaient oui, bien sûr, on peut utiliser les ordinateurs pour simuler de nos capacités cognitives, et d'autres pensaient que c'était absurde de vouloir recréer un esprit sur une machine, parce qu'ils disaient oui, mais moi je suis beaucoup compliqué pour qu'on puisse me reproduire. Mais bien sûr, ça n'est pas le but de l'intelligence artificielle. Donc de ce point de vue-là, oui, il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de débats sur l'intelligence artificielle depuis le début de cette discipline. Et le terme, bien sûr, est ambigu. Oui, cette ambiguïté a certainement contribué à son succès, mais en même temps à l'exaspération d'un certain nombre de personnes sur le sujet. Ah bah oui, bien sûr, parce que c'est cyclique. Ouais, il y a des moments d'enthousiasme, hein, et puis des moments de reflux. Ouais, donc l'intelligence artificielle est née en 58, il y a eu quelques années d'enthousiasme, et puis à partir de 64, 65, il y a eu un reflux. Et il y a eu beaucoup moins de fonds pour l'intelligence artificielle. Puis ensuite, il y a eu une renaissance de l'intelligence artificielle dans les années 70, à la fin des années 70, et au début des années 80, il y avait une vague d'enthousiasme considérable. Moi, j'en ai bénéficié parce que j'ai commencé ma thèse un peu avant, et il y a eu ensuite la mode de l'intelligence artificielle. Et puis ensuite, au milieu des années 80, il y a eu les réseaux de neurones formels qui étaient plutôt tombés en désuétude, qui ont eu un nouvel essor avec ce qu'on a appelé la rétropropagation de gradient. Et puis, donc à ce moment-là, on s'est dit l'intelligence artificielle classique avec la logique, ça, c'est peut-être pas formidable. Et puis ensuite, il y a eu de nouveaux apports de l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez, ça a été cyclique, hein. Il y a eu des désaffections et puis un intérêt, hein, pendant toutes ces années. Donc effectivement, hein, on a ces fluctuations, hein, dans l'intérêt qui est porté à l'intelligence artificielle depuis qu'elle commence à exister, c'est-à-dire maintenant depuis 67 ans. Alors, est-ce que les films et plus généralement les œuvres de science-fiction influencent la vie sur l'intelligence artificielle? Oui, bien sûr. Il faut savoir en particulier qu'aux États-Unis, les chercheurs ont une très grande culture de la science-fiction. Et souvent, ils veulent essayer de réaliser ce qu'ils ont vu chez les auteurs de science-fiction. Donc on se trouve dans un contexte très particulier, c'est-à-dire qu'à la fin du 19e, au début du 20e siècle, la science-fiction s'inspirait de la science pour créer des œuvres d'imaginaire. Tandis qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est un peu l'inverse. C'est la science qui s'inspire de la science-fiction. Donc c'est vrai des chercheurs, mais c'est aussi vrai des financeurs de la science qui souhaitent voir dans les projets des réalisations qui ressemblent à la science-fiction. Et donc souvent, ce qu'on appelle dans le jargon européen, hein, la percée technologique, hein, technological breakthrough, hein, ça correspond à des scénarios de science-fiction. Le problème, c'est que ces scénarios de science-fiction sont souvent assez éculés, assez loin de la réalité, hein, et assez dystopiques. Et à titre d'illustration, hein, on peut prendre le métavers, qui est une idée de science-fiction. De même, les robots, d'ailleurs, ça vient de la science-fiction et de l'imaginaire. Et donc, c'est souvent à l'aune de la science-fiction, hein, que, malheureusement, hein, on évalue les progrès dans cette discipline, ce qui est un peu dommage parce que souvent c'est une ambition démesurée, hein, et puis qui n'a pas nécessairement d'intérêt. Hein. Si je reprends le métavers, hein, dans la science-fiction, c'est vu de façon assez négative. Donc c'est assez curieux qu'on nous le propose comme futur désirable.
Alors sur les NFT, je crois que c'est vraiment extrêmement intéressant, hein. C'est l'idée qu'on va pouvoir avoir une espèce de certificat lié à un objet numérique. Et à ce moment-là, on peut s'assurer que sa possession est unique, hein. C'est-à-dire qu'on peut dupliquer l'objet numérique, mais le possesseur est identifié de façon extrêmement claire. Donc de ce point de vue-là, c'est intéressant, hein, même si bien sûr, hein, ça ne règle pas tous les problèmes liés au statut de l'œuvre artistique. Or, à l'époque contemporaine, parce que vous pouvez très bien faire 2 tableaux un tout petit peu différents, hein, mais très peu différents, puis les vendre à 2 personnes différentes. Donc effectivement, il y a un tableau dont on pourra assurer que c'est vous qui l'avez, mais vous n'avez aucune assurance que l'artiste n'aura pas, produit un tableau très semblable et qu'il l'aura vendu à quelqu'un d'autre. Auquel cas, vous aurez quand même un sentiment de frustration parce que cette œuvre très singulière que vous avez achetée assez cher, vous vous rendrez compte que beaucoup d'autres peuvent avoir quelque chose qui est presque identique. C'est exactement ce que j'aimerais faire. Je voudrais essayer de montrer d'abord clairement ce qu'est l'intelligence artificielle en partant de la notion d'intelligence. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de confusion là-dessus. En parlant d'abord de l'intelligence animale, parce que c'est passionnant, hein, de savoir par exemple l'intelligence des singes, qui est quelquefois supérieure à l'intelligence des enfants, hein, l'intelligence d'animaux comme les poulpes, l'intelligence artificielle, l'intelligence des enfants, et à partir de ça, peut-être préciser ce qu'on entend par intelligence, et à partir de ça, montrer que l'intelligence artificielle réalise et simule un certain nombre de tâches cognitives, soit humaines, soit animales, et que, bien sûr, c'est une discipline empirique qui est vraiment passionnante. Donc, vous voyez, il y a un côté un peu naturaliste de l'intelligence. Et donc, on est bien loin de la crainte d'avoir une machine qui prenne le dessus sur l'homme, mais en revanche, hein, je trouve qu'on a une science vraiment passionnante, hein. Vous savez, moi, quand j'ai commencé à faire de l'intelligence artificielle, donc je vous ai dit, c'était un peu par hasard, ça me passionnait parce que c'était un peu le lien entre la philosophie et les sciences, mais il y avait aussi une interrogation que j'avais eue quand j'étais élève, hein, au collège et au lycée. À l'époque, on nous faisait passer des tests de QI. Et je me demandais ce que c'était que le QI. Pour moi, c'était vraiment très, très mystérieux. Qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire être intelligent? Et donc, j'ai trouvé avec l'intelligence artificielle un certain nombre de réponses à ces questions-là. Et je me souviens que quand on a commencé à faire de l'intelligence artificielle, par exemple, on faisait de la résolution de problèmes et on essayait de voir comment les hommes résolvaient les problèmes et d'essayer de voir si une machine pouvait les résoudre de la même façon que les hommes. Et ça montrait bien que de temps en temps que les enfants avaient du mal à résoudre certains problèmes, non pas parce qu'ils n'avaient pas de capacité, mais parce qu'ils s'orientaient dans des directions différentes ou qu'ils craignaient un certain nombre de choses qui n'avaient pas lieu d'être, hein. Moi, je me souviens hein, que j'avais fait des démonstrations justes et je n'osais pas les présenter parce que j'avais l'impression que j'avais triché en les faisant parce que j'étais parti de l'objectif que je voulais atteindre. Je me dis c'est aberrant puisque en fait j'avais trouvé la bonne réponse. Donc vous voyez tout ça, ça fait partie, je crois, de choses qu'il faut peut-être raconter à la jeunesse. Donc c'est exactement ce que je souhaiterais faire. Alors peut-être, vous le savez, hein, j'ai écrit un petit roman hein, sous le nom de plume de Gabriel Neige où j'imagine que ma mère a transporté pardon, sa conscience sur une machine. Et justement, hein, ce que je voulais dire en écrivant ce roman, hein, bien sûr qui avait l'air amusant, c'est que ça pose beaucoup de problèmes. Est-ce qu'on est certain d'être le même si on transporte sa conscience sur un autre corps, hein, notre conscience, elle est directement liée à ce que nous sommes physiquement, hein. Donc, nous ne serions pas le même. Et donc, ça ne pourrait pas être la même conscience. Hein, je crois, une illusion hein, que l'on pourrait avoir, hein. C'est bien sûr quelque chose qui me semble impensable, hein, cela. Et qui plus est, hein, vous avez des étapes très douloureuses, parce qu'il y a un moment donné où vous allez vous retrouver sans corps, hein, et vous êtes un peu comme les fantômes, hein. Vous savez que dans toute la mythologie, hein,
les âmes errantes qui n'arrivent pas à se fixer, vous voyez, après leur mort, elles vivent un enfer. Et je crains bien sûr que c'est ce que nous vivrions si notre conscience était extraite de notre propre corps. Bon, si tant est que ce soit vrai, parce que, à mon sens, justement, hein, on est, et ça c'est une position philosophique, hein, je pense qu'on est quand même à la fois esprit et corps, hein, et c'est bien sûr tout ça le mystère, hein, de l'existence humaine, mais on ne peut pas dire qu'on puisse être esprit sans corps, même si notre esprit va au-delà de notre corps. Moi, m'a marqué sur le numérique, j'aurais du mal à le dire parce que disons, à la fois, il y a tous les articles, hein, que j'ai lus, hein, mais j'ai pas le souvenir, vous voyez, d'avoir un livre qui m'ait vraiment marqué sur le sujet. C'est peut-être pour ça que j'ai écrit des livres, parce que je trouvais que c'était assez insatisfaisant sur l'intelligence artificielle. Ça paraît très prétentieux, hein, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai souvent eu le sentiment qu'on parlait de la technologie, soit parce qu'on s'y opposait, parce qu'on était technophobe, soit au contraire parce qu'on l'adulait, on l'adorait, mais jamais pour la discuter, la débattre. Hein. Or, il me semble qu'elle demande, comme toutes les œuvres humaines, à être placée dans leur contexte. Et bien sûr, il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs, et bien sûr, il faut se demander comment est-ce qu'on va vivre avec ces technologies. Qu'est-ce qu'elles vont nous apporter d'un côté, et puis quels sont les risques, hein, qu'il peut y avoir de l'autre. Donc, c'est un peu cette frustration qui m'a conduit à écrire des livres dans le domaine.